Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons essayer de parler, de discuter de la crédibilité de ce que, par rapport à mon rôle de surdoué et ce que je raconte en surcroît de cela, si ça fait partie des éléments pouvant identifier une psychose, une paranoïa, une mégalomanie, une mythomanie, ce qui serait ici l'argument et l'arme majeure et l'arme principale que devraient utiliser les gens qui seraient contradictoires, qui contesteraient ce que je raconte, qui utiliseraient peut-être cela pour me détruire. Ici, alors, nous pouvons parler d'une guerre secrète, d'une guerre psychologique, d'une manipulation, dans le but d'avoir raison. Pour ce faire, le but ici, est que les gens soient crédibles devant le public. Mais il faut savoir qu'on raconte la vérité. Nous avons aussi toute une fait de dialectique, de discours et d'argumentation pouvant mettre en évidence des faits. Maintenant, il faudrait rendre ce que je raconte crédiblement possible, c'est-à-dire que ce soit matériellement possible d'avoir réalisé de telles choses, ce qui me semblerait être évident pour les gens à comprendre, évident pour les gens qui sont spécialisés dans plusieurs domaines comme la criminologie, ou bien le droit, ou bien la médecine même, pour comprendre que cela est tout à fait vrai et possible, ce que je raconte. Donc je parle de manipulation. Ainsi donc, quels sont les premiers propos du psychiatre qui va dévoiler ici, et de telle manière à ce que ce sera étayé par le juge. Le juge prétend, le juge substitue son rôle à celui du médecin et raconte que dans mes propos, je développe une telle morbidité, c'est-à-dire que je nie sur les faits comme quoi je serais malade. Vous comprenez un peu? Donc je nie que je suis malade. Je ne veux pas le croire, je l'ignore que je suis malade. Et après, que je développe un sentiment de persécution, que je cultive un sentiment de persécution, ce qui pourrait m'amener à passer à l'acte à tout moment et à être agressif et de cela. Alors, je vais vous dire franchement, c'est même très ironique, c'est jouer sur le sort de ma personne. Ça veut dire que tout cela n'est pas fondé, que il ne s'est jamais proposé dans ma tête mentalement ou psychologiquement de programmer un acte agressif, prémédité, d'attaquer quelqu'un. Non. Par contre, j'ai les principes qui, depuis ma philosophie, depuis mon éducation, depuis mon instruction, depuis mes origines, à ne pas porter atteinte physiquement, psychologiquement et mentalement à une personne. Même de procéder de la manipulation psychologique, de la guerre psychologique. Ici donc, les éléments de la guerre psychologique consistent ici, quand on développe ces armes de la guerre psychologique, ça tend à manipuler de telle manière, par exemple, à développer et provoquer une déception et une déstabilisation émotionnelle, une déstabilisation psychologique et mentale, voire aussi, une désorientation, une désorganisation psychologique, mentale et émotionnelle aussi, dans le psychisme, dans le mental, le psychologique de l'individu cible, qui est ciblé pour cette action-là. C'est-à-dire qu'on va vous nier, on va vous blesser ouvertement, on va trouver les moyens de se mettre en position de force, vous blesser, et surtout qu'on va utiliser des comportements me paraissent le plus compatibles, c'est-à-dire sérénité, assurance, conviction de soi, dans le but de pouvoir dévoiler les choses comme ça et vous l'aborder en votre propre chef pour que vous compreniez que ces gens ne sont pas agressifs, que c'est vous qui êtes censé suspect et susceptible d'être agressif à tout moment, que vous êtes censé développer de l'agressivité par ailleurs aussi bien que vous développez un sentiment de persécution. Donc, on veut dire que si je parle comme ça, en parlant par exemple de la CIA, ou parlant de tous les faits dont je développe, ça veut dire que je développe un sentiment de persécution, dit le juge. Vous voyez un peu jusqu'où les propos peuvent aller. Ça veut dire qu'à la base, on nie
On nie mes propos. Mes propos sont niés. On ne veut pas comprendre. Et tout simplement, selon mes arguments et mon point de vue, par rapport à l'authenticité des faits qui sont produits, il faut savoir qu'il s'est produit beaucoup de choses, des tortures psychologiques et mentales et physiques, dans lesquelles j'ai été victime. Alors, on se trouve dans une description qui pouvait, normalement, on n'a pas vérifié, on n'a pas cherché s'il y avait des faits patents, on n'a pas enquêté. Les plaintes ne sont pas prises en compte ni par le psychiatre ni par le juge. Et ce sont simplement par une facilité d'objet, de fonction pour eux, qui est de, voilà, on le place en psychiatrie. Voilà. Il est notamment réputé en Belgique que quand vous vous plaignez de l'espionnage, et surtout quand vous êtes un particulier, le procureur est mis au courant, et le procureur décide de vous hospitaliser et vous psychiatriser. Il y a eu certains documents écrits qui ont été dévoilés par un certain Nicolas Desurmont, et une certaine Jocelyne Abadi, par exemple, parlant de ce qu'on appelle le stalking, de harcèlement moral et psychologique et mental. Allant jusqu'à vous pousser au suicide, je peux vous assurer que j'ai vécu comme un guerrier, comme un soldat, dans cet élément de la guerre psychologique. Ça veut dire que, hormis tout ce que j'ai réalisé jusqu'ici, hormis tout ce que j'ai pu faire, il y a notamment aussi que j'ai souffert, que pendant 8 ans, j'ai été poussé jusqu'au bout, à l'extrême, mentalement et psychologiquement et émotionnellement pour me pousser au suicide. Hein? Tant plus qu'il y a des faits qui sont produits. Et dans un hôpital à Liège, quand j'habitais à Liège, j'étais en train d'aller à Namur pour prendre un paquet de frites, pour le manger. Il était 22h, 23h, le dernier train allait passer. J'ai donc mangé une seule frite, pas tout le paquet de frites, et puis finalement, petit à petit, j'ai commencé à être paralysé progressivement sur tous mes jambes, mes membres inférieurs et postérieurs. Donc je pouvais pas bouger. J'ai demandé à un co-passager, un passager qui était dans le train avec moi, d'appeler les ambulances, que j'en avais besoin, qui devaient m'attendre à Liège, que j'allais descendre à Liège. Et voilà, de ce fait, ça s'est fait, on a appelé les ambulances, mais j'étais paralysé, je pouvais pas bouger, ils m'ont porté, ils m'ont ramené via une chaise roulante à l'hôpital. C'était dans un hôpital de Liège où il y a des constellations, Sagittaire, Capricorne, tout ça, au niveau de l'entrée des portes des chambres. Alors là-bas, il y avait 4 personnes qui m'ont reçu, dont deux hommes et 2 femmes. 2 hommes, dont un noir habillé en militaire et un autre homme blanc habillé en tenue de médecin urgentiste. Et j'avais 2 infirmiers qui étaient avec moi. Et alors que faisais moi, j'étais paralysé. Je leur disais que j'étais paralysé, que je pouvais même pas m'exprimer correctement. J'étais neutralisé complètement. Et je crois que c'était un poison, c'était une intoxication faite par les agents de la CIA et les agents secrets qui en fait me surveillaient, me contrôlaient et voulaient me tenir à bout, à carreau pour être au silence, pour ne jamais dévoiler quoi que ce soit. Et alors l'homme noir habillé en militaire disait: il n'est pas encore mort celui-là, il n'est pas encore mort. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore mort? Alors il voulait ma mort sans doute, il se moquait de moi peut-être. Je ne crois pas, je crois que c'était sérieux. Et je crois que c'était vrai qu'on voulait me suicider. On voulait m'assassiner. Alors, j'ai échappé plus de 50 fois, au moins, ou même 51 fois, j'ai échappé à être assassiné, à crever, ou à me faire tuer, ou à me suicider. Alors, par ailleurs, je dirais aussi que parmi les 2 femmes, il y avait une femme qui devait me faire la perfusion. Alors, elle m'a pris ma main, elle a commencé à prendre l'aiguille et me piquer au-dessus de la main, faire au moins une 50aine ou 60aine de perforations à travers le muscle, et le sang coulait. Alors, j'avais suspecté qu'ils avaient tout de suite mis un poison dans
dans la perfusion, et heureusement qu'ils n'ont pas contrôlé ça, qu'ils m'ont laissé tout seul. J'en ai profité pour enlever l'aiguille de la veine dans laquelle ils avaient mis l'aiguille. Je l'ai laissé en apparence comme quoi c'était toujours connecté, mais le sang ne coulait pas encore tout à fait dans cela. Et alors, pour cela, je n'ai pas consommé la perfusion. La perfusion était toujours là. Elle coulait. Mais moi, je n'absorbais pas cette perfusion dans mon sang. Moi, je suspectais qu'il y avait un poison dedans. Alors, j'avais utilisé aussi, manipulé le système et les faits, moi-même, personnellement, et de mon propre chef, dans le but de sauver ma vie. Et comme par ailleurs, un agent de FBI est venu se présenter comme quoi il devait faire une radiographie de mon thorax. En fait, c'était pour me parler, pour s'assurer qu'il était là pour me sauver. Il était distant de ceux qui me suspectaient d'être responsable de quoi que ce soit. Hein, j'étais donc paralysé, vous savez. Alors, encore une des raisons pour lesquelles je me suis retrouvé dans un hôpital. Par ailleurs, j'ai fait une erreur dans mes déclarations en disant que j'avais été hospitalisé pendant 3 ans. Non, j'avais été hospitalisé en secret à Font-Roi pendant 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, c'était, je crois, pendant la transition de l'ancien hôpital de Font-Roi jusqu'à l'hôpital rénové de Font-Roi. C'était inoccupé. Mais malgré ça, il y avait 3 patients seulement dans une unité. Et parmi ces 3 patients, il y avait un homme de 35 ans et une femme d'environ une cinquantaine d'années qui racontait comme quoi je serais grand. L'homme me disait je serais grand, je serais un grand homme, que j'ai une intelligence hormis, je suis quelqu'un qui est extrêmement doué. Et moi, j'écoutais ça. Qu'est-ce que c'est? Moi, je dormais tout le temps. On me faisait dormir en fait. On me donnait les médicaments qu'on me donnait me faisaient dormir, de jour comme de nuit. Je dormais de jour comme de nuit constamment. Et je me réveillais seulement pour manger. Et je me réveillais aussi simplement pour prendre les médicaments. Notamment que quand on avait mangé, on prenait des médicaments en même temps. Donc c'est tout ce que je faisais. Je n'avais pas conscience de quoi que ce soit qui se passait. Je peux me rappeler de l'endroit. J'ai quelques souvenirs. Je vois qu'il y avait un homme de trait asiatique qui était là et qui riait beaucoup. Qui ressemblait beaucoup à un certain monsieur Funk. Donc ce sont les mêmes personnes, les mêmes individus qui ont progressivement miné mon entourage pour m'influencer, me torturer, m'impressionner, m'intimider. Non, il y a plein de choses. Vous savez. Donc ça c'est exactement les éléments de guerre secrète dont j'ai été placé en secret dans un hôpital psychiatrique par la CIA dans le but de me contrôler et de procéder à un programme de lavage de cerveau. C'était le début du commencement de la mise en évidence du projet Neumann. Alors aussi, je peux vous dire que je mangeais dans ce qui était dans mon frigo quand j'étais au boulevard Général Jacques 83. On m'a fait manger la nourriture pour chien. Et on m'a fait boire un jus de pomme qui n'était pas un jus de pomme, mais plutôt des urines. Alors là, c'était très grave, très très grave. On me maltraitait. On voulait que je me suicide. On voulait me rendre le plus malheureux possible. Donc j'ai failli attenter à ma vie. Donc ce jour-là, un jour, je me sentais lourd tôt le matin à 8h. Et à 8h30, j'ai fermé ma porte à clé fortement. Heureusement. Après, j'ai été paralysé progressivement. Mes jambes étaient lourdes, mon corps devenait lourd. Je me suis couché sur mon lit. Et alors, de 9h jusqu'à 16h, 17h, la fin d'après-midi, mon corps était paralysé. Il n'y avait que mes yeux qui bougeaient. Mes yeux bougeaient seulement. Tout mon corps était paralysé. Je savais rien bouger. Hein, et après, quand j'ai commencé à rebouger, je me suis présenté à l'hôpital où on m'a mis sur une chaise roulante. J'ai pris le bus moi-même, j'ai fermé ma porte à clé.
Et même à plusieurs reprises, quand je suis sorti de mon domicile, de mes domiciles, je suis rentré, j'ai trouvé ma porte ouverte à plusieurs reprises. Donc pour ces faits, vous savez, on n'a pas fait de poursuites judiciaires, on n'a pas enquêté, on a refusé carrément que je porte plainte. Je voulais porter plainte, je me suis rendu dans un commissariat. Alors ce que qu'ont fait les gens, les policiers, ils ont éteint la lumière du commissariat et m'ont dit que je n'ai pas le droit de porter plainte, que je dois sortir. Et ils ont éteint la lumière et moi je suis parti. Voilà. Donc il y a plein de raisons comme ça qui m'ont poussé à être si victime, être traité en martyr, torturé dans ce sens, où il est inacceptable pour une condition humaine, surtout dans un pays démocratique, où il y a l'état de droit, que les choses pareilles se passent. Vous comprenez? Ceci est très très néfaste. Si j'avais été fragile, je me serais suicidé. Si j'avais été fou, j'aurais tué quelqu'un déjà, au moins. Hein, si j'avais été capable de programmer à assassiner les gens en série, je l'aurais fait. Mais je n'ai jamais fait. J'ai eu comme toujours la stricte condition et la stricte réserve en matière. Heureusement que j'étais doué, cultivé, intelligent, instruit, que je pouvais me dire il est impossible de porter atteinte à la vie de quelqu'un, d'un individu, d'un être humain, dans son intégrité physique et mentale et psychologique, seulement juste dans le cas où on se trouve en légitime défense. Mais là, j'étais en phase de légitime défense. Mais simplement, je ne pouvais pas m'autoriser à aller cogner chez le voisin qui m'espionne, par exemple. On pourrait facilement me confondre à un paranoïaque. Ça veut dire, en fait, on a l'harceleur harcelé. La victime me harcèle secrètement et contourne les procédés de la loi, développe les procédés, les pratiques qui ne sont pas disposables par la loi, et il a la technologie pour le faire, sans doute. Il a les procédés, les connaissances, les relations pour pouvoir réaliser des choses pareilles. Et il fait passer pour une victime chaque fois qu'il est en face de moi, en face de quelqu'un d'autre. Il développe des rumeurs qui sont fausses autour de moi. À la centrale, c'est par exemple les policiers qui disaient on vous connaît, monsieur. Alors finalement, j'étais en fait une sorte d'agent secret qui travaillait pour le compte des idées politiques socialistes, qui travaillait pour plusieurs États. Et comme c'était top secret, on ne devait pas dévoiler, il fallait que je meure au moins, mais j'ai échappé à ça. Quelque part, je peux dire que la logistique du renseignement, de la stratégie, comme on est dans une situation pareille, qu'on vit en danger, on constate le danger perpétuellement de façon continue tout au long de son existence, il est très important de pouvoir bouger, bouger incessamment, et pour cela, j'ai utilisé de façon intelligente le fait d'avoir été hospitalisé à plusieurs reprises dans le but de me défendre, de me protéger, dans le but de pouvoir à se renseigner aussi en même temps, parce que parallèlement, je me renseignais. Donc, je n'ai même pas eu une souffrance émotionnelle tellement que j'en serais éperdument perdu aujourd'hui, ou bien totalement déstabilisé mentalement, psychologiquement ou émotionnellement, ou même psychiquement. Ce n'est pas le cas. Je me suis comporté comme un vrai soldat. Aujourd'hui, j'aurai le grade de colonel dans la stratégie des services de renseignement. Certes, je critiquais énormément George Bush et je critiquais l'immobilisme politique belge. Et par rapport à l'extrême droite, par rapport à la réalité de la raison d'État, dans la stabilité, dans le contexte de la stabilité de la politique intérieure en Belgique et de tous les procédés politiques qui sont développés, il faut être sûr que les politiques belges développées ces 10 dernières années ont été inspirées par les idées venant de moi. Je les ai même presque probablement toutes complètement développées. Ça a été adopté. Alors, que va dire ce contexte veut dire que
Nous avions affaire en ce temps avec à une histoire de communication parallèle. Ça veut dire que vous n'êtes jamais en contact ouvertement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange verbal ouvert entre vous et les autres. Mais ils vous font comprendre. Ils insistent sur un type de message. Ils vous font identifier cela. Mais vous devez communiquer. C'est la guerre secrète, vous savez. Si vous ne communiquez pas, vous vous suicidez. Vous portez la main sur vous-même. Ou vous agressez quelqu'un d'autre. Et vous vous retrouvez interné à vie. En psychiatrie. Ou bien en prison, si vous avez été conscient et responsable de vos actes. Donc il y a tout ça. Donc il faut savoir ici que même le juge aussi, il fait partie de ces éléments de manipulation. Le juge est un acteur qui collabore et qui participe à cet élément de la guerre secrète. Il y avait un pivot. Ben justement, le pivot A, dont j'ai toujours énoncé ici, et le pivot B, le mobile. Le pivot A, c'est le surdoué. Donc le pivot A était à l'origine des découvertes des scientifiques et des idées, quoi que ce soit. Il y avait tellement de sortes d'idées. Alors ce pivot A, on devait le mettre au carreau pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il ne raconte rien du tout, pour qu'il ne soit pas dans le confort, au mieux qu'il se suicide. Comme ça, on faciliterait la tâche de ceux qui sont contre lui, qui veulent le détruire, le déstabiliser, tant bien émotionnellement, mentalement et psychologiquement. Et aussi, on veut faire comprendre que s'il passe à l'acte, alors on confirmera dans les propos de cette guerre psychologique, de façon parallèle, comme quoi il était schizophrène et psychotique, donc il est passé à l'acte. C'est un schizophrène, il a les antécédents psychiatriques et les conséquences. Et donc, on te force à être en psychiatrie pour développer un procédé de fait d'antécédents psychiatriques. Donc, des éléments qui pourraient corroborer leur thèse, comme quoi vous êtes malade, c'est un cas isolé, vous êtes plutôt fou, vous devez être interné, vous n'avez rien à faire là, et ça faciliterait donc l'action et encouragerait plutôt le succès de ces gens qui sont contre moi, qui veulent me détruire, parce que je détiens les secrets d'État, des affaires top secrètes, je détiens les affaires top secrètes, et alors pour ce fait, il faudra que je puisse être suicidé. Alors, il faudrait trouver un raisonnement, une façon de pouvoir m'attaquer. Et ça serait facile pour eux si je passais à l'acte. Mais là, tant que je suis pas en légitime défense, il n'est pas possible que je passe à l'acte. D'autant plus que j'ai reçu, à un moment donné, de façon indirecte, j'ai reçu un batch d'agent spécial de la CIA. J'ai reçu un autre batch d'agent spécial FBI. J'avais reçu un autre batch de inspecteur de la police de New York, département de New York, dans le Bronx. J'avais reçu un batch des services secrets américains, donc ils sont responsables sur la protection du président des États-Unis d'Amérique et de toutes les personnalités reliant directement au président des États-Unis d'Amérique. Et voilà. Il y a tout un aspect de choses. Il faut maintenir secret. Pour ça, il faut occulter tout fait possible de vérité. Il faut occulter tout argument qui pouvait relater et amener à croire que ce que j'ai raconté développe ou relève de façon suspicieuse une authenticité moindre que ce soit-elle. Donc ici, ce sont les éléments de la guerre psychologique, vous savez. Alors, c'était très grave, très très grave. Le contrôle mental, parce que c'est tellement les affaires sont secrètes, on ne doit pas dévoiler cette phase, cet aspect de la réalité au public, parce qu'il ne pourrait pas comprendre. On ne doit pas faire entendre que c'est la CIA qui opère comme ça en secret dans les pays européens. Et en plus, quand on parle de l'espionnage, on parle du vol d'informations, par exemple, ils vous font passer pour un terroriste, ou un suspect, un criminel, ou un psychopathe, ou bien je sais pas quoi, un agent d'espion extérieur, ou bien un schizophrène, un psychotique. Alors que probablement, ils essayent soit de vous mater, et ils essayent soit de
de vous faire passer pour quelqu'un qui est négatif, pour développer les éléments de façon compatible dans les arguments avec le mandat et la raison légale de pouvoir vous espionner. Par contre, il vous vole les choses. Mais cependant, je pourrais aussi notifier que ça ne se passe pas avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui se trouve. C'est un cas très rare ce que j'ai vécu, très très rare, parce que je suis un surdoué, et ça c'est incontestablement vrai. Je suis vraiment un surdoué. Et ceci est une situation rare et particulière, qui ne peut pas se reproduire deux fois. Si ça se reproduit plusieurs fois, ces gens qui l'ont fait vont se rendre tellement évidents, mettre au grand jour, qu'ils ne pourront pas agir constamment à la sorte. Mais ça peut se passer avec d'autres personnes aussi. Ben, c'est un cas très rare. Ça veut dire que, par exemple, comme personne ayant fréquenté la psychiatrie par force, parce que on savait que il était surdoué, qu'on devait le mettre à carreau, on devait le taire, changer les éléments de son existence, greffer son existence, manipuler tout ce qui c'était l'objet de manipulation. Alors, pour comprendre ceci, je vous invite à aller consulter les documents d'un certain Nicolas Désurmont. Sur internet par exemple, c'est disponible, et de Jocelyne Abadi, par rapport à ce qui était le harcèlement moral et la guerre, le stalking en fait. En fait, le stalking, c'est une guerre secrète. On peut déclarer une guerre secrète à un particulier, comme on peut, pour des raisons qui peuvent être personnellement manipulables, qui peuvent être dirigées par le fait, le principe comme quoi on doit garder top secret l'affaire. Et généralement, c'est quand il s'agit d'une affaire top secrète, ou que vous êtes mêlé à une affaire top secrète, ou un milieu, vous êtes impliqué, vous êtes mêlé, ou vous êtes là où vous trouvez, vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit, et dans la mauvaise situation. Alors, on vous occulte comme ça, et on vous manipule, vous vous retrouvez en psychiatrie, votre vie est complètement détruite, et voilà. Donc, vous savez, les conditions du respect des droits de l'homme, la dignité humaine, est totalement bafouée. Plusieurs crimes, types d'infractions, sont complètement manipulés dans cette situation. La loi n'est pas respectable, n'est pas respectée, d'autant plus que le procureur sait la vérité, mais il vous met là-bas dedans, dans cette situation, cette réalité qui va vous détruire, soi-disant c'est pour vous protéger. Quelque part, ça peut vous servir de protection si vous êtes dans un processus de sûreté, c'est-à-dire sûreté de l'État, qui vous place en sécurité pour vous protéger, et peut vous placer en psychiatrie. C'est un procédé utilisable pour la manipulation, mais aussi dans le but de vous faire du bien. Parmi ça, il ne faut pas non plus être si négatif que tout le monde est comme ça. Non, c'est pas toute la société. Les gens que je rencontre tous les jours ne sont pas forcément comme ça. Ils ne pensent pas comme ça, ils n'ont pas des procédés préméditables comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a les gens bons, il y a les gens bien, qui sont valables, qui méritent d'avoir des honneurs, qui méritent d'avoir des remerciements, qui méritent la gratitude, la reconnaissance des gens il y a les gens qu'on protège de façon bien faite, positive, il y a les gens bien intentionnés. Mais dans mon cas, c'était particulier, et c'est une affaire très rare, ça veut dire, à cause du fait que je suis un surdoué, et même pas forcément, probablement un savant génie, parce que j'ai fait des grandes découvertes scientifiques, qui ne doivent pas être prises en compte maintenant, pour le fait que ils ne vont pas le faire. Mais probablement l'histoire, ce qui a été réalisé en réalité, sortira un jour. Alors, toutes ces personnes qui sont responsables et complices de cette affaire, qui ont choisi le silence de l'omerta, sont dans une situation comme quoi le stress, le silence qu'ils ont développé, auquel ils choisissent de procéder, développe un stress chez eux, comme quoi ils ont quelque chose qui les torture l'esprit constamment, autant plus qu'ils sont fragilisés par quelque chose, et qui devrait les pousser à parler, et rien que parler pour la vérité, pour dire ce qui s'est vraiment passé. Ici, on pourrait faire le plus grand procès, l'une des plus grandes affaires du siècle
de l'espionnage, de la contrefaçon, du grand banditisme, de la corruption et du monde du détournement de fonds et de fausses déclarations et de violation de prestations de serment pour des agents. Donc j'ai servi comme ça dans l'ombre. En même temps, vous voyez comme c'est tout à fait positif, je n'en souffre pas psychologiquement ni émotionnellement, je suis tout à fait stable et même très solide. Mais le fait de parler ici, chez moi, tout seul à haute voix, n'est pas un élément de folie, c'est un élément de défense, un élément stratégique pour corroborer, contrecarrer et me protéger de cette guerre secrète, de cette guerre psychologique. Parce que c'est un silence qui peut peut-être, si vous le gardez, vous amener à vous suicider du jour au lendemain, sans que vous n'auriez prémédité à vous suicider à un moment donné. Or, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais cette fragilité. Je suis quelqu'un qui aime la vie, qui est solide, qui aime les femmes, qui est sociable, qui est communicatif, qui est mature, qui est intelligent, qui est futé, qui est rusé, qui est bon, et voilà. J'ai quelques vices aussi, quelques difficultés à m'adapter, mais je suis quelqu'un de serein, assez serein et sûr de soi-même. Ainsi, il y a des personnes qu'on a placées autour de moi pour me contrôler et me restreindre dans le but de m'empêcher de développer un aspect comportement normal. Et quand je pense que aujourd'hui, normalement, si tout avait été passé normalement, correctement et correctement par rapport à la loi, je serais très riche aujourd'hui, milliardaire, multimilliardaire. Mais voilà, on m'a volé tout ce que je devais posséder, on a commis un crime et on a créé un martyr. Heureusement que ma qualité de surdoué, de savant génie par exemple, ne peut que me permettre de comprendre cela de façon rationnelle et d'avoir un recul par rapport à ce que je raconte, un regard critique, un regard d'identification des choses, notamment dans le but de comprendre tout ce qui a pu se passer. Et voilà l'effet vrai de tout ce procédé. Par ailleurs, il faut comprendre que ces éléments de guerre secrète peuvent vous détruire une fois que vous avez vécu. Vous ne pouvez pas vivre la même chose deux fois dans votre vie. C'est hyper douloureux, dans le sens où vous ne pouvez pas fournir autant. C'est comme quand quelqu'un est allé en guerre, il va en guerre une fois dans sa vie, et pas deux fois. S'il va deux fois et qu'il revient vivant, c'est sûr que c'est une des rares personnes à être héros. Hein? Donc, et c'est pas par hasard aussi que Steve Jobs a développé un cancer. Il a été développé un cancer parce que certainement on a accéléré son cancer, on l'a provoqué le cancer chez lui, parce qu'il était au courant des affaires, il était dans cette affaire top secrète. Et on a voulu le détruire parce qu'on savait qu'il avait obtenu une technologie qui allait révolutionner le monde dans la technologie, dans la connaissance. Et qu'il s'en était accaparé de façon illégale. Donc tous ces procédés étaient accaparés de façon illégale. Voilà. Donc, à vous d'en juger si vraiment par rapport à ça, je développe ici des symptômes qui reflètent un état schizophrénique ou bien un état psychotique. Ce qui n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Je n'ai jamais pensé de mon propre chef ou spontanément ou me mettre dans une agitation pour attaquer quelqu'un, agresser quelqu'un ou me sentir comment je peux dire agressé ou quoi que ce soit, mais seulement que si ça peut vous arriver ou vous n'êtes pas lucide par rapport aux affaires, vous ne savez pas qui vous attaque, mais vous savez que quelque chose n'est pas naturel, qu'on vous veut du mal, et alors vous ne savez pas identifier quelque chose, et comme vous êtes poussé à passer à l'acte, au bout, vous êtes poussé à l'impasse pour passer à l'acte, et vous êtes poussé à l'impasse pour vous suicider, soit pour vous suicider ou passer à l'acte, alors on peut facilement vous corroborer dans un profil de schizophrénie ou de psychotique. Mais ce sont les éléments purs et simples de la manipulation mentale, du contrôle mental, de la guerre secrète, de la manipulation psychologique. Ça a des influences psychiques. Vous vivez du cauchemar étant éveillé, vous vivez de la torture, de la persécution, mais malgré ça, on ne va pas vous aider au niveau judiciaire. Il faut, comme conseil, n'allez jamais chez un policier,
ni chez un psychiatre pour en parler comme ça. Choisissez plutôt un magistrat ou un avocat. C'est la première chose dont je vous fais mettre allusion. N'allez jamais voir un policier pour déclarer ça. Portez plainte directement auprès du parquet pour avoir plus de sécurité, de ne pas être pris pour quelqu'un qui raconte des imbécilités et qui vit dans la paranoïa, parce que certainement les policiers vont essayer de vous freiner, de vous étouffer dans votre affaire ou faire entendre autre chose alors que ce n'est pas le cas. Donc n'allez jamais voir un policier directement, allez porter plainte auprès du parquet, munissez-vous des éléments de votre protection, évitez d'en parler facilement à des gens. Donc c'était ici le projet Neumann numéro chapitre 4.